Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du jeudi 10 décembre. Jeudi, c'est journée dédiée aux élections communales sur le plateau de NRTV et on s'intéresse cette semaine au Parti libéral radical nyonnais et à ses deux municipaux sortants, Roxane Farot-Linares et Maurice Gué. En sport, on s'intéresse à une histoire de famille. Aujourd'hui, Joël Brunner donne la parole à père et fils de la famille Karma, tous deux passionnés de la petite balle jaune, portrait en images. En culture, on s'intéresse à l'avenir du paléo. Les organisateurs travaillent actuellement sur une variante pour faire battre le cœur de l'as cet été. Le secrétaire général nous en parle, Mario Fossati. Place aux élections communales de mars. Cette semaine, honneur au Parti libéral radical de Nyon. Les deux municipaux sortants, Roxane Farot-Linares et Maurice Gué, sont candidats pour les prochaines élections. On en parle avec nos deux invités, Rachel Deblu, présidente du PLR Nyon, et Olivier Rizen, coordinateur de campagne PLR Nyon. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors on va commencer tout simplement. Pourquoi le choix de ces deux candidats ? Alors, c'était un choix tout à fait naturel. Ce sont deux candidats sortants qui ont un bilan tout à fait satisfaisant et qui ont toute une série de projets dans les rails qu'on espère qu'ils pourront continuer. Alors, on va parler de ces projets d'ici quelques instants, mais tout d'abord, quelles sont leurs forces respectives ? Alors, pour Maurice Gué, c'est un enfant de Nyon. C'est une personne qui est active en politique depuis une bonne vingtaine d'années. Il a cette force qu'il est non seulement municipal, mais également député, donc ça lui donne une palette beaucoup plus grande. Puis il y a ces petites anecdotes qu'il aime bien rappeler, que son grand-papa était déjà aussi conseiller communal il y a 70 ans. Donc il est assez enraciné dans la politique. C'est un vrai spécialiste de la chose, en fait. Un homme, une femme, Roxane Farot-Linares, quelles sont justement ses forces ? Alors, Roxane, c'est aussi une enfant de Nyon. C'est une personnalité très dynamique. C'est une femme, comme vous l'avez relevé. Elle a beaucoup œuvré au sein du PLR, également au sein du PLR les femmes. Et à Nyon, elle a mis sur pied énormément de projets dans les dicastères, qui sont des gros dicastères qui sont les siens, travaux, environnement, mobilité, la sécurité et le PLR est très satisfait de son bilan. Alors, beaucoup de candidats sont en lice, une plateforme de gauche nombreuse, l'UDC qui s'ajoute aussi à la liste. Vous ne craignez pas de perdre un candidat ? Alors, on a effectivement cette liste entente centre-droit. L'objectif, c'est de passer le plus de candidats possible, mais notre objectif au PLR, c'est de conserver les sièges de nos deux candidats et on est tout à fait confiants. Alors, l'UDC s'ajoute justement à cette liste, nouvelle arrivée, Sacha Soldini, dans cette course aux élections, aux côtés de vos municipaux. Est-ce que ça vous tente, l'arrivée de Sacha Soldini ? L'union fait la force. Et puis, Sacha est une personne qui est également un Nyonnais très connu, qui a été très actif dans les milieux sociaux. Ce n'est pas une question de l'accueillir. Hein. On a déjà fait une partie de la route avec lui en 2016. Et c'est très sympa, en fait. C'est même assez enthousiasmant. Alors pourtant, il va falloir faire des choix, hein, parce que si on regarde le nombre de candidats, ils sont nombreux. Le syndic, un candidat pour le PIN, 2 candidats PS, 2 candidats pour les Verts, un UDC, un Vert libre. Qu'est-ce que vous souhaitez enlever ? Personne a priori, il y a cette place. De toutes les façons, il faut une répartition démocratique. Pour nous, j'ai envie de dire, on part avec 5 candidats. Comme l'a dit la présidente, c'est sûr, aujourd'hui, on vient de parler du PLR Ville de Nyon. Notre premier objectif, c'est de maintenir nos 2 sièges à la municipalité. 9 places pour 7 candidats, enfin 7 places pour 9 candidats, justement, donc il faut faire des choix. Si vous aviez une stratégie, ça serait laquelle ? L'union fait la force. Nous partons dans le premier tour de toutes les façons avec nos 5 candidats. Nous savons qu'en 2016, c'était une formule qui avait bien marché. Et puis, nous souhaitons la conserver, tout simplement. Donc, il n'y a pas de choix à faire aujourd'hui. Mais est-ce que cette formule, ça serait justement de garder la majorité à droite ou de changer ? Parce qu'on sait qu'on a souvent entendu la critique, hein, une municipalité de droite qui fait de la politique de gauche. Est-ce que là, il n'y aurait pas quelque chose à changer ?
Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la municipalité, c'est un organe collégial, donc c'est fait de compromis. Évidemment qu'il y a certains projets qui ne font pas l'unanimité au sein du Conseil, mais c'est un bilan qui est extrêmement positif. Il y a beaucoup de projets qui ont été réalisés. Il y a tous ces aménagements temporaires pour les Nyonnais dont ils ont pu profiter, la gestion de la crise qui était extrêmement bien gérée, la baisse des infractions, etc. Et donc, nous, on est convaincus qu'il faut conserver une majorité de droite pour Nyon, spécialement, je dirais, dans le contexte de crise actuel. Alors justement, quelle est la stratégie du PLR, votre programme, en quelques mots, quelles seront les grandes lignes? Oui, merci. Alors, nous avons la chance, nous allons travailler en fait sur un visuel commun. La thématique de notre campagne, ce sera Nyon demain. Là, on a préparé ces petits gels qu'on va pouvoir distribuer dans la population. Et en fait, notre campagne, elle s'accentue sur, on va dire, quelque chose de relativement classique qu'on connaît depuis toutes les élections passées. Mais on va être aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons une très belle liste aujourd'hui pour le conseil communal. Plus de 10% des candidats de moins de 30 ans, 40% de femmes. Une liste très variée autant d'un point de vue professionnel que d'un point de vue social. Ensuite de ça, nous avons un programme qui est déjà fait. On a tout un visuel en fait qui nous est mis à disposition par le parti cantonal. Donc on peut travailler avec tous ces éléments. Dans les grandes lignes, quelles sont les thématiques que vous allez aborder ? Alors, sans surprise, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y a l'environnement, la cohésion sociale, la famille, c'est surtout le bien-vivre, le bien-être. Bien sûr que les finances publiques sont évidemment aussi un sujet d'importance pour un parti comme le nôtre, mais évidemment le sport et la culture. Vous voyez ce que disait Rachel tout à l'heure, prenez ces aménagements temporaires, le jardin éphémère de Pertan, c'est une véritable réussite, surtout dans cette période de crise. On voyait que tous les jours, les gens étaient sur les bancs, allaient manger, les gens ont utilisé ces petites chaises longues pour aller lire des livres. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on veut mettre en avant, c'est le bien-vivre, la qualité de la vie à Nyon. Alors évidemment, vous intégrez le Covid à cette campagne. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ce qui a changé, les valeurs du PLR, liberté, responsabilité, solidarité, c'est les mêmes, donc on ne va pas réinventer la roue, mais peut-être c'est l'accent et la priorité mise sur certaines mesures, notamment les mesures qui viennent en soutien aux commerçants. Nos municipaux de droite ont été particulièrement attentifs à offrir une réponse rapide et immédiate à ceux qui en avaient le plus besoin. Rachel Deblu, Olivier Ritan, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir présenté donc vos candidats Roxane Faro-Linares et Maurice Gué. Merci. Merci. Au Tennis Club de Nyon, un duo familial fait parler de lui. Indra Karma et son fils Noah sont des grands passionnés de la petite balle jaune. Rencontre avec ce duo talentueux. J'ai commencé le tennis de l'âge de 8 ans et je suis originaire de Bali, Indonésie. Et je jouais au tennis parce que mon père qui joue au tennis aussi. Après l'âge de 14 ans, 15 ans, j'étais dans l'équipe nationale. Et l'âge de 16 ans, je suis numéro 1 de Bali. J'étais travaillé dans un hôtel, en Asie. Et puis là, j'ai rencontré ma femme. Elle est suissesse. Et après, c'est pour ça que je viens ici, je vis ici. Et là, maintenant, j'ai 2 garçons. Et ils sont joués au tennis aussi. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'ai voulu copier mon père, parce que j'adorais le tennis. Maintenant, j'ai 13 ans. J'ai fait pas mal de tournois, un tournoi international. J'en ai gagné un, mon premier tournoi international en Belgique. J'ai fait finaliste des championnats suisses, moins de 12 ans. Et j'ai fait finaliste dans 2 catégories à la Rafa Nadal Academy. J'essaye de jouer plus de tournois internationaux, essayer de gagner des points dans le tennis Europe. J'ai 2 idoles, c'est Dominic Thiem et Roger Federer. Je suis vraiment content. Je suis coaché mon fils et il adore le tennis comme moi.
Et je suis très fier de ça. C'est vrai, c'est très très difficile pour moi, autant un coach et le papa en même temps. Il faut bien séparer les émotions. Ça, c'est qui est très très dur. Mais j'ai la chance avec lui parce qu'il est vraiment, il a compris. Sur le terrain, je suis son coach et dans le terrain, je suis son papa. Bah, parfois, c'est bien, je sais pas. Parfois, il y a quelques embrouilles. Je sais pas comment dire ça. J'ai toujours posé la question à lui, qu'est-ce qu'il veut avec son tennis. Et pour moi, pour l'instant, c'est l'école qui est plus important. Mais après, s'il voulait vraiment jouer tennis, il voulait être professionnel de tennis, je suis toujours derrière lui. Et aussi, on a des familles qui adorent tennis, et ma femme aussi qui adore tennis, et mon deuxième fils aussi qui adore tennis. Il est 9 ans, il a gagné le championnat vaudois aussi déjà. Et voilà, mais je n'ai jamais mis de pression sur lui, jamais. C'est toujours ça dépend à lui. Et des fois, c'est lui qui vient vers moi. Papa, j'ai envie d'être plus de ça, plus l'entraînement, plus le tournoi, plus ça. Et des fois, c'est moi qui dois dire, il faut ralentir un petit peu. Tous les jours, je fais un entraînement de tennis et je fais 3 fois physique. Mais avec la pandémie, j'ai pas pu m'entraîner après l'école directement, courir ou dans la petite salle de physique. Du coup, voilà, c'est un peu dommage. Oui, alors à la maison, c'est vraiment tennis. Beaucoup parlent de tennis. Ils sont les deux cassés la maison avec raquettes de tennis, avec les balles de tennis. Et même notre chat qui adore les balles aussi. Et puis voilà. Et ma femme, ça vient de folle. Qui est le meilleur? Bon, là, encore le papa un petit peu, mais je pense dans 6 mois, ça va être, c'est pas pareil. C'est juste? Oui, c'est juste. Quel avenir pour Paléo? Afin de garantir la continuité du Paléo Festival Nyon, les organisateurs travaillent sur plusieurs variantes pour l'édition 2021. On en parle avec le secrétaire général, Mario Fossati. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors l'enjeu, évidemment, c'est de trouver des variantes Covid compatibles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une incertitude totale concernant l'été prochain. On le voit encore actuellement. On est déjà dans une incertitude même pour la semaine prochaine. Donc, on continue à avoir l'espoir de pouvoir faire le festival tel qu'on le connaît l'été prochain, mais avec quand même pas mal de craintes quant à l'impossibilité de le faire. Donc, mais si on prend un thermomètre, où est-ce qu'il est le baromètre? Plutôt vers le bas. Aujourd'hui, plutôt vers le bas. Les derniers mois nous ont plutôt appris à être pessimistes, je dirais, puisque ça a toujours été pire que ce qu'on imaginait. Donc oui, aujourd'hui, plutôt vers le bas. Mais il y a encore un espoir, avec le début de la vaccination, etc., on doit garder l'espoir. Par contre, en attendant de savoir, on est obligé de travailler sur un événement Covid compatible, autre, une alternative. Alors on va en parler d'ici quelques instants si vous le voulez bien, mais est-ce qu'on parle là de la survie du festival? On parle de la survie, on parle aussi de notre responsabilité, je pense. C'est-à-dire que au-delà du festival lui-même, on est une communauté. On a 5000 bénévoles, on a 450 fournisseurs à peu près. On travaille avec les associations locales, notamment qui viennent tenir les bars. Donc, vis-à-vis de toutes ces personnes, on se doit d'essayer de trouver des solutions, de faire quelque chose l'été prochain. Donc, c'est notre survie à nous, mais c'est aussi je dirais la vie de cette communauté qui est autour de Paléo. Ouais, de toute une région surtout. Alors, la semaine dernière, vous avez envoyé une lettre à vos bénévoles. Vous expliquiez justement étudier une variante pour l'été prochain. On peut y lire une formule réduite qui pourrait être compatible avec les contraintes sanitaires requises. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la première chose, c'est un événement beaucoup plus petit.
Je ne sais pas si quand on voit les images de Paléo des années précédentes, c'est une foule de 50 000 personnes. C'est inimaginable aujourd'hui de se projeter dans une telle foule, dans une logique Covid. Donc, si on se base sur ce qui était la situation en septembre en termes de règlement des autorités, on pense que ça doit être un événement beaucoup plus petit, peut-être de quelques milliers de spectateurs. Ça, c'est la première chose. Et puis, qui dit un événement plus petit, mais vu la taille de ce qu'est Paléo normalement, un événement qui se durera sur plusieurs semaines. On n'a pas encore défini précisément combien de semaines et la taille exacte, mais voilà, on va dire c'est plus petit, plus long. Est-ce que la musique reste au centre? Est-ce qu'on aura des concerts? Bien sûr, c'est au centre. Alors là aussi, on doit réfléchir peut-être à des formules différentes de concerts, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager de faire un concert dans lequel le public serait debout, en train de danser, malheureusement. Donc, on doit imaginer des événements qui se prêteraient à un public qui serait assis, placé dans la salle, assis. Et donc, ça ne veut pas dire que la programmation qu'on avait prévue et qui est toujours en cours pour l'été prochain serait caduque. Simplement, ça impliquerait des discussions avec les artistes pour voir comment on adapte les formules de spectacle à ce type de configuration. Alors évidemment, on pense à Céline Dion qui avait confirmé sa venue. Est-ce qu'elle sera là? Pareil, on est en discussion avec Céline Dion et elle-même probablement, enfin son management en discussion avec tous les organisateurs de festivals et des gestions de stades et autres qui devaient composer sa tournée l'année prochaine. Et pour l'instant, on a convenu de se reparler en début d'année prochaine pour faire un état de situation. Oui. État de situation en février. Normalement, à cette date-là, vous finalisez la programmation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la programmation? Est-ce que c'est une programmation plus locale, plus suisse, plus régionale? Les incertitudes s'appliquent aussi à l'aspect programmation, c'est-à-dire que actuellement, les grandes tournées internationales ne sont pas possibles. Les artistes ne tournent pas. D'une part, parce que dans la plupart des pays, c'est pas possible de monter sur scène, simplement. Mais même, il y a une telle différence de législation. Les quarantaines, imaginez, vous êtes en tournée, mais chaque fois que vous passez une frontière, vous passez 2 semaines de quarantaine. C'est inenvisageable. Donc, pour le moment, tout est réservé de ce point de vue-là. On a quand même l'espoir de pouvoir faire venir des grands noms, même dans une formule qui serait Covid-compatible, bien sûr. Alors aujourd'hui, sachant que tout change un peu au jour le jour, des contradictions aussi entre le canton et la Confédération, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes à Paléo? Je dirais un état d'esprit plutôt créatif, parce que finalement, même sans savoir ce qu'on pourra faire l'été prochain, c'est assez stimulant de repenser entièrement le modèle. Ça implique de tout revoir. On a un festival qui s'est peaufiné en 44 ans, et là, soudainement, on met toute l'organisation à réfléchir sur un événement qui n'existe pas encore. C'est-à-dire on doit garder l'esprit Paléo. On change sa manière de travailler, on change les gens avec qui on travaille peut-être aussi? Pour l'instant, on change notre méthode de travail, effectivement. On n'est pas dans le flux habituel des cycles de préparation du festival, mais on travaille plutôt dans une logique de projet. Donc ça change un peu la manière de travailler, y compris qui travaille avec qui. Selon les projets, on doit mélanger les équipes. Donc, mais c'est assez stimulant. Et on a appris à vivre avec cette incertitude. Comme tout le monde, j'imagine, mais on a appris à vivre avec. Ouais. Et puis, dernière question, on avait entendu parler du réaménagement du Paléo, des nouveautés aussi, des nouvelles scènes. Est-ce que, justement, vous en tenez compte dans cette version, peut-être dans cette variante qui sera appliquée au Paléo, ou est-ce que là, tout tombe à l'eau? Dans cette nouvelle version, c'est clair que l'urbanisme, là c'était le mouvement inverse, c'est-à-dire que le festival qu'on avait prévu de faire et qui pour l'instant est reporté, c'est un festival où l'urbanisme était entièrement transformé et la surface était plus grande. Donc là on va plutôt dans le mouvement inverse puisqu'on va réduire la taille. Donc des idées oui par contre, certaines des idées qui étaient mises en place ou des discussions qu'on avait par rapport au festival prévu s'appliquent dans un événement Covid compatible, puis des nouvelles idées aussi apparaissent parce que pour garder l'esprit Paléo, mais dans une formule Covid, ça demande d'être assez créatif et de trouver des solutions. Donc, Et parce que je vois que vos yeux brillent, pour nous donner peut-être un peu envie, garder l'optimisme, une bonne idée comme ça que vous avez gardée, est-ce que vous pouvez nous en donner un petit cadeau de Noël? Allez. Ce qui est sûr, c'est que dans un événement comme celui-là, on va mieux utiliser le festival et donc
au bord de l'As, qui est une rivière avec un cordon boisé. Il y a les deux côtés. Alors, les gens qui ont la chance d'être VIP ou de faire partie de la presse, comme vous, connaissent les deux côtés de la rivière, le public pas. Donc, dans le projet actuel, par exemple, si on devait avoir cet événement Covid compatible, je pense qu'on ouvrirait beaucoup plus. On remettrait la rivière au centre du festival pour le public. On travaillerait probablement sur d'autres offres. On réfléchit à que ferait-on pour les enfants, par exemple? Que ferait-on dans d'autres domaines qui ne sont pas strictement musicaux? Il y a une tradition des théâtres de rue à Paléo. Je pense que ça sera une part aussi assez importante de ce qu'on proposerait aux gens. Donc voilà. Mario Fossati, secrétaire général de Paléo. On se retrouve donc en février. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est tout pour la quotidienne du 10 décembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour la rétro. Très belle soirée à tous.